Hey, 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 hey. On va parler de Francis Ngannou. Mais attention, ce n'est pas juste l'histoire d'un combattant, d'un champion de MMA. Non, c'est bien plus que ça. C'est l'histoire d'une résilience, mais vraiment hors du commun. L'histoire d'un homme qui, une fois arrivé au sommet du monde, a décidé que le conquérir, ça ne suffisait pas. Il fallait le construire. Et cette phrase, elle résume absolument tout. Son parcours ne commence pas dans un gymnase high-tech sous les projecteurs, loin de là. Il commence dans la difficulté, la vraie, la plus totale. Et c'est cette rudesse qui a sculpté son corps, bien sûr, mais qui a surtout forgé son mental d'acier. La question est là, posée. Comment est-ce possible ? Comment un gamin pieds nus dans un petit village du Cameroun devient une figure planétaire ? C'est une trajectoire qui, sur le papier, défie toute logique. Ça nous montre une chose, le destin, ce n'est pas quelque chose qu'on subit, c'est quelque chose qu'on se bat pour écrire. Allez, on plonge dans son histoire. Alors tout commence ici, au Cameroun, à Batié. Faut s'imaginer un village accroché aux montagnes de l'ouest du pays. Un endroit où la vie est simple, oui, mais incroyablement exigeante. Un monde où chaque jour est un combat pour s'en sortir. Et son entraînement, il a commencé bien avant qu'il ne voie un ring de sa vie. Son gymnase, c'était les mines de sable de Batié. Chaque sac qu'il portait, ce n'était pas juste un fardeau, non, c'était la première pierre de son destin. La faim, ce n'était pas une faiblesse, c'était une école de la volonté. Son physique de titan, ce n'est pas un cadeau du ciel, c'est l'héritage direct de ce travail acharné, jour après jour. Et puis vient le moment de la rupture, le grand saut, la décision folle, périlleuse, de tout laisser derrière lui pourquoi, au juste ? Pour un avenir totalement incertain, un vrai saut dans le vide. Faut bien comprendre, on ne parle pas d'un simple voyage. On parle d'une odyssée de 14 mois. 14 mois à traverser le Sahara, à franchir des frontières. Chaque jour était une lutte pour rester en vie. La prison en Espagne, la solitude, des épreuves que la plupart d'entre nous ne peuvent même pas imaginer. Sa seule arme à ce moment-là, une conviction. La certitude absolue qu'il n'avait pas le droit d'échouer. Et là, le contraste est saisissant. Il débarque à Paris, la fameuse ville lumière. Sauf que pour lui, la lumière, il ne la voit pas. Sa réalité, c'est le béton froid d'un parking où il dort. C'est là, au fond du trou, dans le froid et l'oubli, que ce vieux rêve de boxe un peu enfoui se rallume. Une petite flamme dans l'obscurité. Et c'est là que tout bascule. Le destin, un coup de pouce. Il pousse la porte d'une salle de sport. On le repère, de la boxe. On l'oriente vers le MMA. Et là, son ascension est juste fulgurante, irréelle même. Le monde entier découvre une force brute, un phénomène. Ce chiffre, 129 161 unités. Ça me dit peut-être rien comme ça, mais c'est la mesure officielle de la puissance de son coup de poing. C'est tout simplement le coup le plus puissant jamais enregistré. Pour se donner une idée, c'est l'équivalent de l'impact d'une petite voiture lancée à pleine vitesse. C'est de là qu'est né son surnom, évidemment, le Prédateur. Petit gars de Batié, sous le soleil, il cassait les pierres, les mains dures comme la terre. Rêve trop grand pour un village serré. Mais est-ce que la puissance brute, ça suffit pour être le roi ? C'est la question qui va se poser, et la réponse va arriver de manière très très violente. Le voilà face au champion de l'époque, Stipe Miocic, pour le titre. Ngannou est persuadé que sa force va tout balayer. La réalité va être une douche froide, monumentale. Ce combat, ce n'est pas juste une défaite, c'est une véritable humiliation. Miocic, plus malin, plus technique, va complètement neutraliser sa puissance. Il l'épuise, il expose toutes ses faiblesses techniques, son manque de cardio. Mais cette défaite, c'est aussi le déclic, la leçon la plus importante de sa carrière. Il comprend que la force brute seule ne mène nulle part. Pour devenir champion, il doit évoluer, il doit devenir plus qu'un simple prédateur. Alors, il retourne au travail, mais différemment. Il bosse son cardio comme un fou, sa lutte, sa stratégie, bref, il devient un combattant total. Et quand vient l'heure de la revanche, ce n'est plus du tout le même homme qui entre dans la cage. Il est patient, il est intelligent, et sa puissance est maintenant chirurgicale. Il domine Miocic, et cette fois, il n'y a pas de doute, il est le champion du monde poids lourd de l'UFC. On pourrait croire que l'histoire s'arrête là. Champion du monde, le rêve est accompli. Mais en fait, non. Le combat le plus important de sa vie ne va pas se dérouler dans l'octogone. Il va se jouer en coulisses, face au système. Parce que même avec la ceinture autour de la taille, il se sent piégé, prisonnier d'une cage, certes dorée, mais une cage quand même.
il prend conscience d'une chose fondamentale. Le titre, l'argent, la gloire, ça ne vaut rien sans la liberté. Et cette idée va le pousser à faire un choix que personne, absolument personne, n'avait osé faire avant lui. Parce que ses demandes, ce n'était pas juste « je veux plus d'argent ». Non, non. Il a demandé des choses qui semblaient impensables, une assurance santé pour les combattants, une plus grande liberté contractuelle, le droit de pouvoir faire de la boxe en parallèle. Bref, il a demandé des droits, pas seulement pour lui, mais pour tous les autres. Il a utilisé son statut de champion pour essayer de faire bouger les lignes. C'était carrément révolutionnaire. Et forcément, l'UFC a dit non. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? L'impensable. Il a regardé un contrat de plusieurs millions de dollars sur la table et il a dit non merci. Il a rendu sa ceinture. Le champion du monde en titre a tout simplement quitté l'organisation, au sommet de sa gloire. C'était un séisme dans le monde du sport. Et c'est là qu'on entre dans le dernier chapitre de cette histoire. Le plus important peut-être, celui où, avec cette liberté qu'il a chèrement payée, il ne va pas penser qu'à lui. Il va se mettre à construire quelque chose de durable. Et ce pari fou, il a payé. Il signe un contrat historique avec une autre organisation, la PFL, qui, elle, accepte ses conditions. Et dans la foulée, il réalise son rêve de gosse, monter sur un ring de boxe anglaise. Et pas contre n'importe qui, contre Tyson Fury, le meilleur du monde. Et ce soir-là, il a choqué la planète. Non seulement il a fait jeu égal, mais il l'a même envoyé au tapis. Il a peut-être perdu au point, mais il a gagné le respect de tout le monde pour toujours. Mais en fait, sa plus grande victoire, son plus grand combat, il est loin des caméras et des rings. C'est sa fondation. Une fondation qui est née du souvenir de ces petits garçons de Battier, celui qui avait faim, celui qui n'avait aucune opportunité. Sa mission est très claire. Faire en sorte que les gamins de son pays aient une chance, la chance que lui n'a jamais eue au départ. Et attention, ce ne sont pas que des belles paroles, c'est un vrai projet super structuré avec 4 piliers. Le sport pour inculquer la discipline, l'éducation pour ouvrir les esprits, la santé parce que sans elle rien n'est possible, et enfin la communauté pour créer les leaders de demain. Il ne fait pas juste un chèque, non, il construit des fondations solides pour l'avenir. Et on en revient à cette métaphore. L'homme que le destin a tenté d'enterrer et qui maintenant plante des arbres pour les autres. Ça résume tout, non? Il est parti de la poussière, des mines de sable, et il est revenu non pas en conquérant, mais en bâtisseur. Son histoire, au final, ce n'est plus seulement celle d'un champion qui gagnait des combats, c'est celle d'un homme qui, après avoir survécu, a décidé de laisser un héritage. La boucle est bouclée.